Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free, c'est Araski Sugar qui vous parle et aujourd'hui vous allez pouvoir écouter l'épisode avec la docteure Camille Baudesson qui est immunologue, voilà, donc c'est ici qu'on a créé le nouveau vaccin contre le Covid. Donc n'hésitez pas à bien écouter cet épisode pour avoir la recette. Non mais en vrai je croyais qu'on allait parler un peu plus de... d'immunologie, ouais, peut-être en vrai d'ailleurs de Covid, de choses comme ça. En fait, on a parlé de l'état de la science actuelle et comment les scientifiques et les chercheurs comme Camille se placent sur l'échiquier de la science publique, privée, etc. Ce sera avec grand plaisir que d'ailleurs je la recevrai pour qu'on parle peut-être un peu plus de trucs comme des probiotiques par exemple, puisque elle se concentre surtout sur tout ce qui est microbiome intestinaux et l'immunologie qu'on a dans nos côlons, etc. Donc on pourra parler de ça une prochaine fois, mais déjà franchement c'était très très facile et très cool de parler avec elle. Régalez-vous et n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. La promo comme d'habitude, abonnez-vous à l'Instagram de tout le monde, sur le LinkedIn, et puis n'oubliez pas de parler de ce podcast à vos amis, à vos ennemis également. C'est eux que je veux toucher le plus en vrai. Je veux toucher vos ennemis en fait. Parce que vous êtes déjà dans ma team, quelque part. Et puis 5 étoiles sur Apple Podcast. Vraiment, 5 étoiles, un petit commentaire, vraiment juste un mot. Ça fait trop la diff d'avoir des commentaires, des nouveaux commentaires en tout cas sur un podcast. Et sur l'iPhone, c'est tellement facile. Sur Android, j'avoue que c'est un peu plus chiant. Bisous à tous et à la semaine prochaine. Tu te spécialises et tu te spécialises souvent au niveau du master. Ok. Mais en vrai, moi, j'ai pas fait une spécialité hyper immuno, quoi. Ouais. C'était quoi ? Tu peux avoir... Moi, j'ai fait... en fait, c'était un master d'infectiologie. Ok. Donc, forcément, ça regroupe un peu de l'immuno, mais tu as aussi plein d'autres... tu vois, tu as aussi la biologie cellulaire, etc. Tu as plein d'autres choses qui sont abordées. C'est pas vraiment spécifique de ça. Immuno. T'en as qui le sont vraiment, quoi. C'est vraiment immuno. Dès le début. Dès le début. Ouais. Moi, j'ai pas fait ça pour la bonne et simple raison que franchement, je savais pas trop ce que je voulais faire. Ouais. Oui, rester encore un peu disciplinaire, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Un peu large. Et puis après, en vrai, tu te spécialises dans ce que tu... avec les affinités que tu as quand tu commences à bosser, etc., quoi. Ouais. Donc finalement, j'ai fini par me spécialiser en immunologie. Mais, Oui, parce que ça se trouve, ce que tu allais aimer, c'était la biologie cellulaire ou un truc comme ça. Donc oui. Au final, franchement, je pense que j'aurais pu faire autre chose, une autre spécialité et tout. Mais tu vois, c'est bizarre. Est-ce que tu penses que y a plus des gens, par exemple, qui bossent, qui sont immunologues comme toi ? Est-ce qu'ils viennent tous de... Est-ce qu'ils sont spécialisés tôt ou pas ? Tu vois, les autres ? Parlais d'hyper spécialisation dernièrement et je me dis, tu sais, en général, tu sais, pour être un bon scientifique dans ton domaine, c'est quand même cool d'avoir des connaissances au moins autour un peu, tu vois, pas être rentré dans ça directement, quoi. Et en vrai, il y a les deux. Ouais. En vrai, il y a vraiment les deux. C'est vraiment ça. Ouais, les parcours peuvent être assez diversifiés. Moi, j'en ai eu un qui est pas hyper conventionnel en vrai. Ouais. Oui, donc tu sais toi-même que t'es rare dans le... Oh, je dirais pas rare. Mais oui, ok. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas fait tout d'une traite, tête baissée, je veux faire ça et j'y vais à fond. Il y a des gens qui font ça. Je pense que ça a fait d'eux de bons spécialistes, mais peut-être qu'il manque aussi une ouverture d'esprit à d'autres choses, tu vois, ou d'autres... parce que en vrai, l'immunologie, ça regroupe plein de choses. Oui. Donc c'est bien quand même d'avoir aussi d'autres choses à côté que tu connais qui peuvent se recouper avec vraiment l'immuno fondamental, pur et dur, quoi. Ouais, mais ne serait-ce même que... Parce que, attends, t'es chercheuse du coup, techniquement ? Ouais.
Donc tu cherches des choses. Ouais, techniquement, je cherche. Non, mais tu vois, parce que j'imagine que... alors, je sais pas comment ça se passe. Qui émet une théorie que vous allez... est-ce que c'est toi, tu vois, justement? Et moi, je me dis, clairement aussi, pour émettre une hypothèse, justement, c'est là que ça peut être intéressant de faire... tu vois, d'avoir fait de l'infectio, justement, des trucs comme ça. Tu dis, bon, disons que ce pathogène fait ça, et que voilà, quoi. Ouais. Clairement, et je sais plus ta question. Je sais plus non plus. Tu sais plus non plus. Le fait que qui quelle équipe qui se dit genre bon, notre équipe cette année truc, elle va bosser sur ça, ou parce que on est d'accord, est-ce que déjà on est d'accord sur le concept général, genre à la fin quand tu as publié ton article scientifique, c'est parce qu'au début, il y avait des pistes de choses qu'on a vues, et du coup, on émet une hypothèse, et ensuite, on fait l'expérience dessus. Ok, bon. au moins, je me trompe. C'est à peu près ça. Mais tu vois, du coup, par exemple, toi, tu me disais, tu bossais avec des techniciens, etc. Donc, voilà, admettons, tu as une team. Est-ce que ta team, du coup, elle bosse que sur un futur article, tu vois, ou comment ça se passe Alors, et est-ce que c'est toi qui as justement émis la théorie Non, pas forcément. En plus, moi, je suis dans un contexte particulier parce que maintenant, bon, j'ai commencé en étant chercheuse, en faisant mes études, etc., dans l'académique, donc à l'INSERM, donc c'est vraiment de la recherche fondamentale, etc. Et là, maintenant, je suis dans une entreprise qui est une biotech. Donc, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes et les questions ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Ah ouais, dans quel sens, du coup ? Dans le sens où la recherche publique, elle peut être très fondamentale. Et le privé, la biotech, c'est un petit peu plus appliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des questions qui sont quand même très ciblées et qui sont quand même à viser de développer des médicaments. Oui, quelque chose, c'est-à-dire que dans les 10 prochaines années, il faut qu'il y ait un peu d'argent. Il faut quand même délivrer des trucs. La recherche fondamentale, tu n'as pas cette pression de délivrer quelque chose, mais tu as la pression, effectivement, quand même, de devoir publier des articles, comme tu disais, et justement aussi de se poser les bonnes questions pour faire une recherche qui va aboutir à quelque chose, quoi. Après, qui se pose la question en général, j'ai presque envie de te dire, par exemple, dans l'académique, où c'est un peu un truc, tu vas rentrer dans une équipe avec une spécialité, en gros, et en fait, toi, t'es un petit maillon de la chaîne, en fait, qui a commencé il y a 10 ans, et en fait, la recherche, elle progresse comme ça, et donc forcément, t'as de plus en plus de questions qui se posent. Voilà. Donc, si toi, t'arrives... tu sais, t'es diplômé, etc. T'arrives dans une équipe, même si en vrai d'ailleurs t'as fait peut-être d'autres articles ailleurs dans une autre université ou des choses comme ça, t'arrives, t'es quand même obligé de suivre la mouvance, l'inertie qu'il y a eu par le vieux professeur machin. Un peu, et qui dit non mais lui, il est fan de ce fragment-là dans Anticorps, et t'es obligé de finir. Un peu. Après, tu peux avoir aussi des gens qui sont plus ouverts à autre chose. Enfin, on travaille avec des gens qui sont ouverts à autre chose. Et dans ce cas-là, monter un nouveau projet. Ouais, mais ça, il faut de la thune, du coup. Voilà, qui est un peu nouveau, mais de toute façon, il faut toujours de la thune. C'est clair. Il faut clairement de la thune. Mais tu peux aussi, toi, apporter de nouvelles idées et un nouveau projet. Alors, c'est jamais, tu vas jamais partir à l'antipode de ce qui est déjà fait dans l'équipe dans laquelle tu es. Il y a toujours quand même des relations. Mais tu peux quand même apporter des fois, des éléments nouveaux. Et là-dessus, toi, tu montes un projet où après, tu vas aller chercher des financements. Ça, tu l'as fait justement quand tu étais... est-ce que tu as été justement un peu dans le public avant le... j'ai fait ma thèse. En fait, j'ai travaillé, moi, pendant 4 ans en tant qu'ingénieur de recherche dans une équipe donc, dans l'académique. Ensuite, j'ai enchaîné sur une thèse. Et à la fin de ma thèse, j'ai fait quelques mois de contrat postdoctoral. Donc, j'ai vu comment ça se passait à l'intérieur. Mais j'étais pas chercheuse en tant que telle, tu vois. C'est-à-dire qu'ingénieur de recherche, t'étais l'équivalent de technicien pour d'autres personnes ou pas vraiment l'ingénieur de recherche, il est entre le chercheur et le technicien. Voilà. C'est un poste un peu intermédiaire.
Genre, t'as plus de responsabilités, quoi. Enfin, tu peux plus venir avec... T'as un peu plus de responsabilités. Après, ça dépend vraiment avec les gens avec qui tu travailles. Ouais, c'est ça. Ouais, je voyais un truc sur, tu sais, les façons de faire dans les entreprises japonaises. Donc, enfin, juste une entreprise classique. Et tu sais, là-bas, comme dans la culture, il y a ce truc de... même ça, c'est même mal vu que toi... t'aies une idée et que tu la donnes dans une réunion dès qu'il y a des N+2, tu fermes ta gueule en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu es censé être allé vraiment à ton gars juste supérieur et il fait remonter et au final le crédit même de l'idée elle est même pas donnée à toi. Et justement, enfin, ils expliquaient ça dans le sens où pourquoi justement certaines entreprises japonaises avaient du mal à innover par rapport à certaines choses parce que c'était verrouillé, quoi. Ouais. Et c'est vrai que bon, là c'est laissé libre, mais du coup c'est le tempérament des gens qui va dicter le truc, quoi. Le truc, ouais. Bah, complètement. Et puis, et quand tu parles de tempérament, je dirais même plus d'ego des gens. Ouais, non, mais ouais. Parce que, ouais, clairement, là, en France, en France, c'est assez libre. Là-dessus, c'est un petit peu moins, je pense, carrément catégorisé comme ça. Mais ça dépend aussi vachement des entreprises et des gens avec qui tu travailles. Et si tu as des gens qui ont des égos monstrueux, ils vont pas apprécier que la petite personne en dessous, elle ouvre sa gueule. Et puis... Mais ça, c'est marrant parce que je me serais dit, ça, c'est plus dans le côté académique public, les égos. Parce que je me dis au moins, genre, le capitalisme permet que si quelqu'un a une bonne idée, quand même... on dit genre, ça peut nous rapporter de l'argent, donc allons-y, quoi. Ouais. Mais non, en fait, parce que c'est un peu pareil, t'arrives dans une équipe... Voilà, t'arrives quand même dans un milieu où, où il y a de l'ego, de la compétition, quand même, entre les gens, donc ça arrive. Après, est-ce que c'est pire ou moins pire que l'académique ? Oui. Je te dirais peut-être moins pire, effectivement, parce qu'il y a ce côté, comme tu dis, un peu rentabilité, et que du coup, bon... Faut qu'il y ait un outcome à un moment. Ouais, donc, voilà. Peut-être la pilule est un peu dure à passer pour certaines personnes à des moments, mais au final, ça passe, quoi. Ouais, ok. Mais, putain, ce chat, il veut vraiment participer, tu sais. À chaque fois que je fais un podcast... Surtout, il se balade avec son poisson dans la bouche. C'est génial. J'aurais dit, j'ai chassé, en fait, tu vois. Mais le truc des égos. Bon, allez, Didier Raoult. Non, mais tu vois, parce que est-ce que c'est un peu connu ou pas ? Parce que moi, après, tu vas me dire justement si j'ai un pote, médecin dans un CHU, justement, et il y a ce côté de justement, tu vois, parler des tempéraments de certaines équipes, de trucs, et en fait, ça se sait un peu. C'est genre, c'est connu que, je sais pas, peut-être genre, j'en sais rien, à Besançon, c'est cool, et si t'as des idées, ça va mieux passer, mais qu'à Marseille... No go, quoi. Ouais, no go, à moins que tu aies envie d'être en planque, voilà, quoi. Et justement, est-ce que, tu vois, vous saviez ça déjà un peu aussi, ou quoi ? Ça se sait, mais après, pour vraiment le savoir, il faut aussi tourner un petit peu dans le milieu, connaître un peu les gens. Quand tu arrives comme ça de but en blanc, c'est hyper dur d'avoir des infos de comment sont les gens dans ton équipe, etc. Oui, tu as quand même, avec un peu d'expérience et des relations, tu arrives à savoir. Mais c'est clair qu'il y a clairement des endroits où on te dit là ça va être chaud pour toi et tout. Okay. Non mais tu vois, c'est cette technique aussi de... tu vois, là en l'occurrence, bon, on va remettre des trucs sur Raoult, mais tu vois, je pense pas que ce soit le seul. C'est tu vois, le gars, l'espèce de gros ponte d'un secteur, et qui va mettre son nom en fait sur tous les articles qui sont faits par tous ces trucs, alors qu'il a pas du tout les mains dedans, ou des choses comme ça. J'ai envie de te dire, c'est même classique, hein. Ouais. C'est même carrément classique, hein. Les mecs qui ont, je dis les mecs, les femmes qui ont atteint des statuts assez hauts. Ouais. Effectivement, déjà, ils mettent plus du tout les mains dedans, ça c'est sûr. Et en plus de ça, il y a un ego qui prend le dessus. Qui prend le dessus, et qui peut être difficilement gérable, quoi, pour les gens qui sont en dessous, quoi. En fait, tu sais, tu te poses la question vers la fin de tes études, genre, est-ce que ça vaut le coup de faire genre un peu d'hospitalo-universitaire, etc. Et en fait, après, bon, moi, je suis spécial dans le sens où j'ai
Tu sais, j'ai une espèce c'est pas de peur de l'autorité, mais pour moi, tous les gens plus âgés que moi, c'est trop de déférence, tu sais, c'est trop les adultes, donc je suis pas truc. Donc, j'étais pas du tout quelqu'un qui pouvait, par exemple, copiner avec, ne serait-ce même que les assistants, parce que je considérais que c'était déjà des gens, trucs. Et, et tu sais, et très vite, j'ai vu, ah, mais en fait, les gens qui deviennent justement, du coup, assistants de profs et qui sont impliqués dans les trucs hospitaliers et universitaires de recherche ou des trucs comme ça, c'est juste parce que ils ont décidé d'être copains justement et pas forcément à cause de leurs résultats académiques, tu vois. Ça, ouais. Et du coup, moi j'étais là genre c'était le début pour moi de l'effondrement de ce que je pensais être la vie, tu vois. Moi c'était dans ma tête, c'était genre la méritocratie suprême, c'est genre les gars, on va prendre les notes de tout le monde et on va décider qui gère la France en fait, tu vois. Et en fait pas du tout. Ouais. Je comprends, j'ai eu ce truc-là aussi. Ouais. Et franchement, je l'ai encore. Oui. Franchement, je l'ai encore parce que j'ai envie de me battre pour ça quand même. Oui, parce que t'as envie d'y croire. Bah oui, non, mais je comprends. Bah oui. J'ai envie d'y croire et justement, moi, j'essaie vraiment de réussir, si on peut parler de réussite, comme ça. Oui. Et j'ai vraiment du mal à effectivement aller lécher les bottes de la personne qui va avoir un pouvoir sur mon avenir, quoi. Ouais. Donc moi je suis pas passée par là. Pour l'instant ça va. Après effectivement si je veux avoir vraiment un très gros poste là effectivement on va falloir s'y mettre quoi. Mais je pense que je le ferai pas clairement. Oui. Mais c'est marrant comme tu peux enfin on a une limite chacun on va dire l'ascension, mais oui, il y a peut-être déjà une limite à ça, mais il y a aussi où je pense qu'il faut éviter de rentrer dedans, c'est la frustration de se dire j'aurais peut-être déjà été à ce niveau-là si j'avais Kiss Ass un peu. Mais après, je pense que je serais pas fière de moi en fait si je faisais ça. Ouais. Et donc, du coup, moi, ma fierté, c'est d'y arriver justement par mon travail et pas parce que j'ai copiné avec machin, quoi. Ouais. Donc, Mais je suis d'accord. Après, non, mais je suis d'accord d'ailleurs dans tous les domaines, que ce soit domaine scientifique pas forcément, c'est pareil dans le stand-up en vrai. Hein, tu sais, c'est pas forcément les gens les plus rigolos qui. Ah ouais. Ah merde. Mais mais c'est souvent. Mais pour moi, c'était un peu l'effondrement du truc où je me suis dit. En fait, il y avait ça et ma thèse, où, en l'occurrence, en dentisterie, donc déjà, ça va encore balancer sur le milieu du monde dentaire, mais il y a très peu, en fait, de vraies méthodes scientifiques. Je me souviens qu'à ma thèse, il y a un truc dont je suis le plus fier dans ma thèse, c'est ma bibliographie. Okay. et c'est trop bien parce que le professeur du jury de ma thèse, il m'a reproché de ne pas avoir fait citer assez d'articles de la fac, tu vois, dans le truc. Et je dis, mais les gars, c'est parce que, déjà, vous n'avez rien prouvé de mon sujet, à l'intérieur de mon sujet. Et puis, en mode, et en plus, t'as mis des articles, hyper anciens, tu vois. Parce que ce qu'il faut faire, c'est toujours avoir les articles, les derniers articles de trucs. Sauf que moi, en fait, j'ai mis des articles hyper anciens parce que c'était les seuls à prouver l'argument que j'avais, en fait. Les autres, je les ai tous regardés et ils faisaient que reprendre la citation d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, ils reprouvaient pas le truc. Et oui. Et en fait, et c'est pour ça, moi, c'était presque une sonnette d'alarme à base de regarder pour parler des prothèses provisoires en dentaire, etc. Il y a un truc de 1923, en fait. C'est pas normal. Si ce truc-là, il faut qu'on le reprouve maintenant, parce que ça se trouve, c'est fake, quoi. 1923, tu sais, on mettait des électrochocs à tout le monde, j'en sais rien, on faisait des lobotomies, tu vas pas me faire croire qu'en 1923, on connaissait ce qui se passait exactement au niveau cellulaire dans des trucs comme ça. Et voilà, mais tu vois, c'est il y a même plus le réflexe de qu'est-ce qu'on fait en termes scientifiques, on est juste là pour s'auto-congratuler un peu, se reciter, se faire des trucs comme ça.
Ouais, mais ça, particulièrement, effectivement, dans la recherche publique. Hein, ouais. Parce que plus tu as une vois. visibilité, plus tu vas décrocher des dotations et avoir de l'argent pour faire ta recherche. Donc il y a vraiment, effectivement, le double truc où il faut et à la fois réussir à se valoriser en interne et faire une espèce de vitrine, en fait, de ta recherche. Ouais. Donc, oui. Après, moi, je suis moins tombée sur des gens comme ça. Mais je sais que oui, il y en a beaucoup. Mais tu vois, quand tu as sorti ton argument, oui, mais parce que pour moi, c'était à cette époque-là, on t'a répondu quoi à ça? Est-ce que tu as eu un retour? Parce que, en vrai, si tu arrives à expliquer ton cheminement, le truc de... et pourquoi est-ce que tu as choisi ça? Non, mais je pense que j'ai dû avoir genre ah d'accord, tu vois, genre un truc voilà. Ouais, ok. Donnons-lui sa tête avant qu'il parle trop. On en a marre. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Est-ce qu'il y a eu... Non, mais après... Non, mais tu sais, il y a genre 4 trucs en dentisterie qui ont vraiment été prouvés, quoi. Ouais. C'est pareil dans la recherche. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un article qui a été publié que ce qui a été publié c'est bien... et vrai et reproductible. Ça, c'est aussi un autre... C'est pour ça que dans la science, on a... Enfin, en tout cas, moi, c'est un de mes réflexes, il y a d'autres gens qui l'ont, c'est un peu de tout remettre en question. Oui. Tu es obligé de tout remettre en question parce que les choses, elles ont été faites à un instant T, dans certaines conditions, etc. Ouais. Donc, ça arrive plein de fois où tu ne reproduis pas ce que alors que c'est la les gens base ont publié, quoi. De la vraie validité d'un article scientifique, c'est est-ce que j'ai réussi à refaire ton truc de manière indépendante. Mais... je crois que c'est un podcast peut-être que tu connais, il y avait un truc, je sais pas, c'est Meta Podcast ou un truc comme ça. En gros, il semble que ce soit une meuf qui ait décidé de reprendre plein de trucs, d'articles scientifiques ou de choses comme ça et de revoir à quel point c'est valide. Et en fait, quand tu écoutes son podcast, tu te dis, ok, en fait, plus rien n'a aucun sens, quoi. Parce que, mais vraiment, genre, on est à peut-être du 70% de tout ce qui sort. C'est fake parce que avec ce système de dotation ou même les gens en fait au final tu sais ils commencent spécialement ça en sciences en psychologie, sciences sociales ou même d'ailleurs neurosciences, tu sais, où ils commencent avec une hypothèse ou des trucs comme ça, mais ils voient qu'en ce moment ce qui marche bien c'est par exemple de faire des trucs de genre ou des choses comme ça, et que du coup l'abstract de l'article va sur un truc où on s'en fout, mais où ça n'a pas de rapport avec le truc qu'ils font, mais c'est juste pour avoir des dotations pour continuer à vivre, quoi, en fait, tu vois. Ouais, ça peut avoir un truc attractif. Ouais, exactement. Et tu fais genre, non, mais en fait, mec, t'as le droit de faire un truc sur genre, les ongles de pied, en fait. On s'en fout. Non, mais ça, c'est clair. Et ouais, alors pour le coup, ce truc de l'abstract, je pense que c'est 70% des articles. Pour rendre un peu plus sexy. C'est de la tartine, quoi. Tu vas, tu dis, ouais, c'est bon, je sauve le monde. Ouais. Mais parce que aussi, ça fait que les gens vont lire ton article s'ils sont attirés juste par l'introduction. Oui. Et puis les articles, c'est commercialisé, hein, c'est pas gratuit quand même. Ouais, mais tu vois, il y a un TikToker génial qui est un gars du milieu scientifique en fait. Et tous ces TikTok, ils se foutent de la gueule de journaux comme genre Nature et tout ça. Ouais. Où à chaque fois, il fait une fausse discussion au téléphone de Nature, genre qui t'appelle toi, Docteur Baudson, et qui va faire oui, est-ce que vous voudrez relire un article scientifique, etc., pour qu'on le publie, et genre toi t'es là, ouais, ok, combien je suis payé? Ah non, mais t'es pas payé, c'est l'honneur de relire un truc. Ouais, mais du coup il y a mon nom quelque part. Non, c'est l'honneur juste et eux derrière par contre, genre ils gagnent des millions de dollars et en plus ils font partie d'un conglomérat de publishing de ouf, etc. Mais c'est marrant comme... En fait, tu pourrais te dire genre ouais, mais c'est vraiment la dèche, toujours dans le milieu de la science, du coup, on comprend ces trucs-là. Mais en fait, non, il y a de l'argent en fait qui est généré. Il y a de l'argent, oui, qui peut être généré, mais effectivement, qui ne va pas forcément rechercher. C'est ça. Non, c'est clair. C'est clair qu'il y a tout un business sur ces publications scientifiques. Hein. Ouais. Et même au-delà du business, il y a aussi beaucoup de copinage. Ouais, ok. Et ça, c'est pareil, hein, dans le monde scientifique, en tout cas à l'immuno.
Il y a beaucoup de chercheurs qui ont justement réussi à publier des gros articles qui, à la base, effectivement, étaient très sérieux, valables, de passer dans un Nature, etc. Et sauf que, au bout d'un moment, tu as tes entrées. Parce que tu commences à être connu. Et en fait, tu te reposes sur tes lauriers, en fait, c'est ça ? Disons que tu peux facilement publier un Nature si tu en as déjà fait un ou deux, que quelqu'un qui n'en a jamais fait un. Alors que t'es rentré dans le niveau de ton article n'est pas forcément... donc tu as vraiment des espèces de petits copinages un peu réseau. Mais en fait, oui, c'est de la célébrité, quoi. En fait, c'est juste de... Ouais, c'est de la célébrité, mais du coup, à petite échelle, tu vois, dans un bien petit sûr, monde. dans un petit monde. Mais après, c'est toujours un petit monde, en vrai. Mais est-ce que c'était pas un peu ça, d'ailleurs, Raoult ? Est-ce que, justement, au début, lui, de sa carrière, tu vois, il a vraiment fait des trucs intéressants, et après, une fois que... Je pense que... Tu te plais à croire à ta propre légende. Oui, mais complètement. Complètement. Et c'est exactement... c'est tout à fait ce qui s'est passé. Ouais. Tout à fait ce qui s'est passé. Parce que oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup publié, etc. Mais après, c'est pas parce que tu as publié pendant 5 ans de bons articles que les 5 prochaines années, en fait, tu vas pas faire de la merde, quoi. Enfin, donc oui, au bout d'un moment, tu as une espèce de petite célébrité, un petit statut. En plus, quand tu es dans le milieu hospitalier, c'est encore au-dessus que juste dans le milieu de la recherche. Et là, tu as des gens, clairement, leur tête, elle gonfle, quoi. Mais est-ce que, justement, toi qui es passé dans le côté... dans une entreprise, comment ça se passe d'ailleurs ? Est-ce que vous allez... oui, forcément, vous allez publier avant que ce soit utilisé pour vraiment faire des choses, non ? Pas forcément. Pas forcément, ouais. Non, franchement, pas forcément. En fait, la publication, c'est un petit peu dans le monde privé, en tout cas, c'est plus pour marquer son territoire. Ok. Tu vois. Oui, tu veux dire en mettre de breveter des choses ou... Alors, t'as le côté brevet. De toute façon, tout ce qu'on va faire va être sujet à des brevets pour juste pas qu'on nous pique l'idée, ou les molécules qu'on développe, etc. Et après, la publication, c'est un peu le deuxième passage pour un peu dire, voilà, nous, on a développé ça, on l'a breveté, et vraiment, nous, on l'a fait, c'est à nous. Ok, d'accord. C'est une forme de reconnaissance aussi publique. De ce que tu peux faire. C'est genre... oui, en plus, en vrai, c'est cool de permettre ça à ces docteurs, enfin, assez scientifiques. Comme ça, tu fais... en plus, t'as vu comme c'était plus facile chez nous de publier un article scientifique et qu'en plus, ça va servir à quelque chose et qu'en plus, t'es mieux payé. C'est ça. Mais après, on en fait moins quand même. Hein. Il y a moins d'articles qui sont faits dans le privé. Mais oui, du coup, en fait, mais tu vois, c'est pour ça que je disais ça. Au moins, le côté de dire non, mais vraiment, le capitalisme, c'est tout la transaction chez nous, quand t'es dans le privé. Ça, tu vois, j'ai l'impression que ça amincit un peu le fake, les fake choses qui peuvent arriver, dans le sens où, parce que quand même, à quel point, genre... Attends, c'est quoi l'entreprise pour ici ? Ah ouais, même là, c'est... Non. Après, c'est de façon générale, de toute façon. Dès que tu as un business qui se met en route, tu peux... Il y a des travers. Oui. Voilà. Donc, oui, en fait, oui, c'est dans n'importe quelle entreprise aussi, il y a des faux managers qui branlent rien et qui font quand même, qui défendent leur bout de gras, alors que voilà. Oui, je vois ce que... Mais au bout d'un moment, tu sais, au bout de 15 ans, quand t'as sorti juste le paracétamol 2, tu te dis, bon, on va peut-être engager d'autres personnes, quoi. Ouais. Oui, tu me diras. Mais d'ailleurs, est-ce que ça existe, ça ? Est-ce qu'il y a un turnover plus grand dans le privé, tu penses, ou... Alors, les systèmes sont très différents parce que dans le public, tu fonctionnes sur contrat. Tu fonctionnes vraiment sur... en fait, si tu n'as pas de poste attitré, tu fonctionnes sur des contrats qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. Donc juste de durée, pas de projet, par exemple. Non, c'est des contrats de durée. Donc c'est 3 ans et au bout de 3 ans, t'es mis à la porte. Ok. Si t'as pas de poste.
Oui, si derrière, il y a pas... Ça veut dire si on n'a pas créé un poste Si on va pas ou créer un si poste. quelqu'un n'est pas allé à la retraite pendant que tu étais là, quoi. En fait, c'est des créations de postes. Donc, c'est des Ok. créations de postes, mais qui sont faits par les institutions, quoi. Donc, en fait, chaque équipe va déclarer qu'il va avoir besoin, pour travailler sur tel sujet, d'embaucher un technicien. Ok. Voilà, d'embaucher en CDI un technicien. Donc après, tout ça, ça passe dans des commissions qui vont dire, dans cette région-là, on va attribuer Oui, d'accord. 4 postes, En fonction des etc., besoins, en fonction ouais. des besoins, en fonction des Des besoins. demandes, ouais. Ouais. Enfin, et du budget, quoi. Ouais, de ce qu'on peut donner, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et après, sinon, tu as vraiment aussi t'as des postes de chercheurs qui s'ouvrent, qui sont sur concours. Ok, c'est sur concours. À chaque fois, c'est souvent sous concours. Hein. Ok. Et les postes de chercheurs sous concours, ils sont hyper difficiles à avoir parce qu'on te demande d'avoir fait une thèse avec des publications, on te demande d'avoir fait un post-doctorat avec des publications, mais à l'étranger. Ouais. Parce que c'est quand même vachement mieux si tu es allé aux États-Unis Oui, et que tu as travaillé dans telle grosse université Ouais. et que tu reviens avec pas mal d'articles, Oui, ou oui. en tout cas, ou un gros article que tu as publié. Et ensuite, c'est un concours. Ok. Et Mais donc, presque, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que tu reviendrais, quoi? Si. il y a beaucoup de gens qui y restent. Hein. Mais oui, c'est pour ça. Il y a beaucoup de Français aux États-Unis Bah dans oui, la c'est ça. recherche. C'est comment ils appelaient ça, genre le brain drain ou je sais pas Ouais. quoi, le fait d'avoir... Bah oui, en vrai, parce qu'il y a tellement plus de thunes là-bas dans les universités, Ouais. pourquoi tu te dirais, oui, je viendrais ici avec 2 fois moins d'argent Ouais. et à devoir me battre Et à pour... devoir- Après, je connais pas réellement aux États-Unis comment tu fais pour avoir un poste à plein temps dans leur institution. J'imagine qu'il y a, pareil, des foqueries un peu comme ça. Ouais. Oui, eux c'est plus facile parce qu'ils ont plus d'argent, ils sont plus financés, donc forcément. En fait, c'est sûr que... En fait, c'est un c'est peu juste différent. ça. C'est-à-dire que quand tu élèves le budget général, au moins... en fait, c'est ça. Moins t'as de peur aussi des gens de pas pouvoir survivre, moins t'as de conneries qui peuvent être Ouais. trop faites sur le truc où tu te dis, bon, on a quand même assez pour un loyer et bien manger. on va pas foutre en l'air toute la science. Mais tu sais quoi, tu diminues les salaires et ça arrive, quoi. Ouais. Ouais, non, après, en France, c'est clair qu'on est, on n'est pas très bien là-dessus. Hein, Ouais. c'est, du coup, il y a, ce qu'on parle de fuite des cerveaux, elle est réelle. Hein, Ouais. Elle est vraiment réelle, ouais. Ouais, toi, genre, il y a des gens avec qui tu as fait tes études, il y a une bonne partie qui Ouais, il y est en à a, l'étranger il y en a maintenant. la moitié, ouais. Ah qui ouais, sont à la l'étranger. moitié, Ouais, carrément. Quasiment, ouais. Mais ça, c'est ouf parce que, tu vois, même... c'est toujours pareil. En vrai, moi, même si je suis contre le capitalisme, Faut le dire. ce que je déteste le plus, c'est quand on n'est pas cohérent dans le capitalisme. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai, moi, je me dis, j'ai dépensé tellement d'argent à former des gens avec mes ouais. études secondaires, avec mes profs que j'ai formés, etc. Et si tu vois vraiment la France comme une entreprise, bah, tu dis, j'ai pas envie de perdre les employés les meilleurs, quoi. Tu fais, bah non, en fait. Mais, et voilà. Ouais, non, mais c'est carrément pas Ouais. cohérent. Et surtout qu'en France, donc, on n'est pas connu pour avoir beaucoup d'argent pour la recherche. Bon, il y a des pays pires que le nôtre, hein, mais Oui. on n'est pas particulièrement connu pour avoir une recherche qui est bien financée. Mais par contre, on est très reconnu pour faire de la bonne recherche. Ouais. Et donc pour bien former les étudiants, etc. Donc en fait, à l'étranger, nous, on est vachement bien recrutés. Ouais. Parce qu'ils savent qu'on a une bonne formation et qu'on est des bons scientifiques. Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est bête parce que tu vois, avec cette renommée-là, avec un boost de budget là-dessus, tu pourrais être le pays qui, au contraire, va attirer tous les chercheurs du monde. Déjà, tu dis aux gens, vous avez une carte vitale. Déjà, rien que ça. Rien que ça, vous avez une carte vitale.
Et en plus, oui, tu peux bosser dans les labos où on a découvert le sida ou des trucs comme ça. Mais ouais, ouais. Ouais, mais tu sais, après, si tu vas dans des pays où la recherche est quand même bien financée, c'est pas que des financements de l'État, hein. Il y a beaucoup des financements du privé. Oui, qui sont En mélangés vrai, ouais. au truc. En vrai, c'est ça qui donne un gros boost à la recherche, hein, souvent. Ouais. En France, ça se fait un petit peu, mais clairement, on n'est pas au niveau des autres pays, hein, par rapport à ça. Ouais, c'est plutôt Oui, tu me diras, c'est les post-doc et tout ça, parce que je sais qu'il y a des... Oui, Ouais. mais il y a des potes, enfin, ils sont plutôt dans le truc de... Dès qu'il y a de la mécanique des fluides, etc., il y a Total qui arrive, quoi, tu vois, qui se dit, oui, bah, si tu sais comment le pétrole se forme, viens avec nous. Ouais. Mais après, c'est toujours pareil. À la limite, oui, profiter de ça pour avoir peut-être le privé qui va mettre du budget, qui va investir sur les choses qui vont être bankable. Et du coup, profiter de ça pour que au moins l'argent de l'État aille dans les trucs effectivement peut-être plus fondamentaux, qui tout de suite vont pas peut-être donner des choses, mais qui peuvent... En fait, il faut une bonne répartition et c'est cet équilibre qui est hyper dur à trouver. Ouais. C'est-à-dire que les mecs dans le privé, ils vont investir, mais souvent ils veulent quand même un petit peu de rentabilité derrière. Ouais. Donc il faudrait qu'il y ait une espèce de double partie, c'est-à-dire que oui, donner de l'argent pour un projet qui les intéresse, parce que eux derrière ils vont se sortir quelque chose de ça, mais aussi faire une espèce peut-être, je sais pas, comme une taxe, où ça serait, tu vois, donner en plus. Donner pour un autre projet pour autre qui chose. vous intéresse. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et qui choisirait même pas, en fait. Et puis il y a des accords aussi sur le genre, même les brevets, les trucs comme ça, genre, on prend que 50%, etc. Non, mais c'est vrai, c'est con, mais tu te dis, oui, tu te dis, ça me permet de pas forcément payer absolument tout. Pour une entreprise, je veux dire, tu te dis, je vais pas forcément payer tous les salaires de tout le monde qui va quand même bosser dessus, mais il y a quand même assez de matos pour... Voilà, enfin, un espèce d'intermédiaire, parce qu'il faut aussi que la recherche publique, elle reste publique. Ouais. C'est-à-dire que si tu as trop d'entreprises qui investissent dans le public, la recherche, elle va être très orientée, et en fait, ça sera plus vraiment de la recherche fondamentale. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu garder ces deux... Enfin, je pense que garder les deux versants est intéressant. Ouais. De pouvoir ne pas être sous les coups de fouet du public, du privé, et de pouvoir quand même garder une indépendance, parce que la recherche publique, elle est indépendante, quelque part. Voilà. Elle n'est pas sujette à... Non, mais en vrai, ce que tu as dit, c'est une bonne idée, mais c'est-à-dire que déjà, aussi, il faut que les gens qui sont responsables, par exemple, de pôles scientifiques aient une vision, quand même, aussi, tu vois. Dans le sens où il faut qu'ils sachent, bon, ok, je sais qu'est-ce qui va intéresser le privé, mais aussi venez avec des projets qui, pour l'instant, n'intéressent personne, parce que voilà. Et genre faire, je sais pas, tes 5 prochaines années, avoir tous les projets où il y a des investissements, et ensuite on y va, on roule, quoi. Mais tu leur dis. On fait ça maintenant, c'est décidé. C'est bon. Après, maintenant je suis dans le privé, donc c'est vrai que j'ai plus. Oui. J'ai plus ce côté-là. Et puis je suis dans une biotech, donc c'est vraiment une petite entreprise qui est un peu au mode de start-up. Depuis combien de temps tu y es pour le coup dans Ça fait 2 ans et demi, bientôt 3. Et est-ce qu'ils avaient déjà commencé à produire des molécules ou des choses, toi, quand tu es rentrée dedans ? Ouais, moi quand je suis rentrée, ils avaient déjà commencé à développer des choses. Moi je suis dans une entreprise aussi qui a le versant et recherche et clinique. Donc on fait aussi des essais cliniques sur les molécules qui justement ont été découvertes. Ce qui est assez rare pour les petites entreprises, d'avoir vraiment ce versant, commencer des essais cliniques et d'avoir encore ce versant recherche. Avec un hôpital en particulier ou des trucs comme ça ou... Alors là, hôpital en particulier, non. C'est des essais que tu lances avec effectivement des espèces de partenariats avec certains hôpitaux. D'accord. Et il y en a beaucoup à l'étranger, en France. Tu as plusieurs centres, en fait, où tu peux faire tes essais cliniques. Attends, mais pour une start-up, ils ont déjà beaucoup de réseaux, quoi. Non, franchement, la start-up, elle est quand même bien en place. Bon, elle a quand même 10 ans maintenant.
Mais Bon, c'est une entreprise maintenant. Bon, en fait, on est 400. À partir de combien d'années une start-up, c'est une entreprise? Ouais, c'est le nombre de personnes, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez un baby-foot? S'il y a un baby-foot, c'est aussi non, il n'y a pas de baby-foot. Et encore moins au laboratoire, parce que nous, on n'est même pas, tu vois, dans le côté clinique. Nous, on est vraiment à part, quoi. On est vraiment le côté labo, recherche, et c'est encore même un peu différent, tu vois, comme ambiance. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a encore ce versant vraiment recherche, c'est recherche et développement, que finalement de moins en moins d'entreprises ont, et même des grosses entreprises pharmaceutiques commencent un peu à vider en fait toute leur R&D parce que ça leur coûte trop cher, et ils se sont rendus compte que c'était vachement mieux de sous-traiter. De sous-traiter? Ouais. Mais comment tu peux sous-traiter la recherche et développement? En fait, ils peuvent avoir une idée de se dire tiens, on travaillerait bien sur je sais pas, sur le diabète. Il y a une petite biotech qui, elle, développe des trucs là-dessus. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les payer. C'est la sous-traitance. Ok, parce qu'en fait, maintenant, il faut que tu crées une entreprise avec une R&D déjà ciblée, quoi, en fait. Ouais. Du coup, tu pourrais travailler pour plusieurs entreprises pharmaceutiques qui seraient intéressées par avoir la prochaine molécule qui va mimer l'insuline, je sais pas quoi. Donc eux, ils vont avoir un peu des objectifs, des pathologies qui vont cibler, qui les intéressent, etc. Et donc soit tu co-développes le projet avec eux, soit ils te demandent toi de le développer, et toi tu mets en place un projet que tu leur présentes, et ils vont te dire ok, on achète, et dans ce cas-là, ils te financent ta recherche. Mais tu vois, moi, c'est la sous-traitance comme ça, je sais pas à quel point aussi ça va pas l'idée à de mauvais trucs. Tu sais, quand tu arrives au troisième gars à qui t'as sous-traité, tu sais le truc des Chinois, c'est le gars qui voulait tuer quelqu'un en Chine, il a engagé un tueur-gage qui a engagé un tueur-gage et que là, ça s'est fini par le dernier gars, en fait, il est allé voir la victime et il lui a dit en fait, voilà, on m'a donné cet argent pour tuer, tout le monde est allé en prison, tu sais. Bon, alors je crois qu'on essaie quand même de limiter les chaînes de sous-traitance. Mais effectivement, c'est assez vrai, parce que même nous, en tant que petite entreprise, il y a des choses qu'on sous-traite parce qu'on n'a pas toutes les technologies. Enfin, il faut tellement aller creuser dans la recherche que tu peux pas avoir tout le matos, tu peux pas avoir toutes les expertises. Donc effectivement, toi-même, tu sous-traites. Donc effectivement, c'est comme tu dis, ça fait une espèce de chaîne, quoi. Mais justement, moi, je penserais que justement, regarde, t'as pas tout le matos pour le diabète, mais si t'as un vaste truc de recherche et développement, peut-être que ton matos, c'est le gars qui fait le truc sur Alzheimer qu'il a, tu vois. Et du coup, tu peux quand même l'utiliser si c'est ta propre entreprise qui a fait des frais déjà pour un gros pôle de recherche et développement. Mais parce que du coup, là... Mais si t'as un gros pôle. Si t'as un gros pôle. Et, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y a tellement de technologies différentes. Et en fait, ça coûte tellement cher que tu peux pas te permettre de tout avoir dans ton laboratoire. C'est un peu ça. C'est même pas au niveau des expertises des gens, parce qu'en soi, à partir d'un certain moment, quand t'es chercheur, tu peux tout apprendre. Voilà. Tu peux tout essayer de développer, de te spécialiser dans autre chose, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les technologies coûtent cher. Les appareils de mesure, etc., ça peut coûter 1 million d'euros facilement. Donc, tu ne peux pas te permettre de dire « Ah, tiens, on voudrait faire ça. On va acheter ça. » On le fait des fois, mais... C'est pas la cafetière, quoi. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais ça veut dire que toi, par exemple, tu bosses avec... peut-être beaucoup de labos qui ont des technologies précises, tu sais, genre vous envoyez énormément d'échantillons dans des frigos, dans des glacières. Ça, C'est vrai. Même des fois à l'étranger, des échantillons qui circulent. Parce qu'il n'y a qu'une seule machine qui fait ça et qui n'est pas trop chère. En général, il n'y en a pas qu'une seule, tu vois, mais bon, tu choisis les gens qui ont l'air de travailler bien, d'être pas trop chers, etc. C'est pas la majorité du travail qu'on fait, c'est clair, mais ça arrive souvent. Parce qu'il y a des choses où soit ça va nous coûter trop cher de nous spécialiser dedans, soit ça coûte trop cher à l'achat tout court, quoi. Moi, ça me stresserait un peu en tant que contrôle fric
je serai là dès que je reçois les résultats d'un labo où j'étais pas là. J'ai fait genre, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien utilisé les tubes à essai que je vous ai donnés? Mais alors, ça dépend du résultat. Quand le résultat est bon et positif, en général... tu te dis genre, tu te mais dis non, qu'ils ont là, ils sont pas trompés. Ils ont bien bossé. Quand tu vois que c'est moins, tu dis... Ouais, t'as envie de douter. Mais est-ce que vous avez mis des gants? Ça. Et quand vraiment c'est mauvais, tu dis... non, je pense qu'eux, faut plus travailler avec. Du coup, voilà, tu vois, tu vas créer des labos qui veulent juste être d'accord avec toi. Oui, ça cure la mort, effectivement, la personne. Mais oui, et ça amène effectivement à des situations où tu as des entreprises, elles font que ça, c'est de la... Oui, c'est de l'usine de... Elles sont sous-traitantes, ouais, voilà. Donc ça s'appelle des CRO et je sais plus exactement comment est-ce que tu... Ouais, voilà. Mais ouais, c'est des entreprises qui vont être là juste pour faire les manips des gens. C'est genre le labo d'analyse sanguine des labos. De la recherche, ouais, c'est ça. Ouais, okay. Et après, ils te renvoient un rapport avec les résultats, etc. Okay. Mais eux, pour qu'ils survivent, il faut qu'ils aient des contrats. Donc en fait, plus ils vont envoyer des résultats négatifs, plus potentiellement, tu vas te dire, est-ce qu'ils ont bien bossé? Est-ce qu'ils n'ont pas bien bossé? Genre, il y a vraiment le biais psychologique de se dire, ouais. Putain, c'est fou. Bah oui, c'est vrai en même temps, tu vois. Et eux, ils veulent survivre. Donc, effectivement, ça peut, tu vois, ça peut aboutir à des situations où les mecs, si vraiment ils ont la gorge prise... ils vont dire, ok, elle marche un peu, en fait. À mon avis... Mais t'imagines, ça veut dire que, tu vois, on en revient à les gens qui ont peur de pas manger ce mois-ci, quoi. Ah bah oui. Et en fait... c'est basé sur le fric, carrément, ouais. Après, attention, je dis pas que c'est la majorité des gens. Non, mais bien sûr. Non, mais en fait, en vrai, pour moi, même si ça peut, même si c'est arrivé, ou si ça peut arriver une fois pour un labo, une fois, c'est trop déjà, en fait. Oui, bah bien sûr, bien sûr. Et ouais, non, mais c'est ça. Ça, c'est le mettez un revenu universel à tout le monde, parce que là, du coup, il y a zéro. Il n'y a plus d'enjeu. Ouais, il n'y a plus d'enjeu, donc voilà. Bah écoute, tu peux pas mentir. Pour le fun, quoi, du coup. Ouais. Bon, après, il y a des gens qui sont honnêtes, non, et sûr, je l'espère un maximum. Oui. Et du coup, là, toi, est-ce que tu es sur le même projet dans cette entreprise depuis 2 ans et demi ou t'as changé de truc Non, je change à peu près tous les 6 mois. Ok. Mais elle fait quoi en général déjà, à la base? En général, donc moi, c'est une entreprise qui travaille, qui est basée en fait sur l'étude du microbiote intestinal. Ok. Avec un versant qui est soit immuno-oncologie, donc pour des thérapies contre le cancer, soit plutôt pour ce qui est maladie inflammatoire et notamment maladie inflammatoire de l'intestin. Ok, truc auto-immun, quoi. Maladie auto-immune, ouais, tout à fait. Et nous, on est basé effectivement sur le microbiote, qui est un peu notre matière première, presque. Ouais. Et là-dessus, on essaie de découvrir des molécules que pourraient sécréter des bonnes bactéries. Okay. Et d'identifier ces molécules, de les tester, voir en fait quel impact elles pourraient avoir sur le système immunitaire pour en fait booster les réponses immunitaires, soit dans le cas d'un cancer, soit dans le cas d'une maladie auto-immune. Donc voilà, c'est ça un peu le gros, gros concept général de l'entreprise. Ouais. Et donc voilà, par exemple, tu bosses sur quoi en ce moment? Nous, ce qu'on fait, c'est une partie qu'on appelle de la drug discovery, donc découverte de molécules actives. Et on met en place des screenings, donc on va tester des milliers de protéines ou petites molécules donc, qui sont issues de ces bactéries en même temps sur sur différents modèles cellulaires ou différents systèmes en fait. Okay. Qui permettent effectivement de voir s'il y a une réponse ou s'il n'y a pas de réponse. Okay. Genre en fait vous créez des colons artificiels et vous mettez vos molécules dedans, un peu. Presque. On n'en est pas encore à créer des colons artificiels. Non, mais genre, tu vois, on a des microbiomes de colons différents. En fait, on a des modèles cellulaires
qui vont, donc c'est soit humain, soit de souris, qui vont permettre de mimer en fait ce qui se passe dans le système immunitaire. Donc c'est grossier, hein, c'est de l'in vitro, donc c'est vraiment... et qui pourrait nous dire ah bah là quand même ça a activé les cellules, il pourrait se passer quelque chose. Et du coup c'est celle qu'on va faire passer en phase vivo peut-être. Ouais, c'est ça. Donc ça commence, moi je commence vraiment tout au début du truc où c'est vraiment est-ce qu'on va trouver des molécules qui vont être actives. Donc je mets en place un peu tous les tests cellulaires qu'on va faire, et donc l'idée c'est souvent de trouver de nouveaux tests cellulaires, donc de nouveaux modèles pour tester justement les différentes molécules. Et une fois que tu les as testés, effectivement, tu vas les valider sur d'autres modèles. Et là, effectivement, après, tu passes à tout ce qui est... Tu grossis, en fait, les modèles petit à petit, quoi. Donc, tu commences par la cellule, et puis après, tu vas commencer par de l'organe un peu isolé. Et puis après, tu vas passer chez la souris. Et puis après, tu vas passer peut-être chez le rat. Voilà. Et après... les essais cliniques, quoi. Ouais. Et là, du coup, en l'occurrence, le drug discovery, c'est pourquoi... Enfin, genre, la finalité de la drogue, en l'occurrence, en ce moment en ce moment, c'est tout ce qui est pathologie inflammatoire, maladie auto-immune. Sur ça, Ouais, on est plutôt sur ça. Après, en vrai, on a une directive, on a un truc quand même qui nous drive. On met les essais, on crée les essais pour voir un peu ça, mais il n'est pas impossible qu'une fois qu'on a vu qu'il se passait quelque chose, on switch aussi sur autre chose en se disant ah mais en fait peut-être que ça pourrait marcher dans le cancer. Alors du coup, et l'utiliser sur on l'autre passe versant. sur l'autre versant, etc. quoi. Et j'imagine que les autres ils font pareil quoi, s'ils ont un truc. Oui. Contre le oui, carrément. Le cancer, c'est un peu plus ciblé, surtout que là, dans le cancer, nous, ce qu'on fait, c'est plutôt des stratégies vaccinales. Donc, c'est un petit peu moins... je pense que la transverse, elle se fait plus, dans mon sens, moi, vers le cancer que l'inverse. Eux, c'est pour donc mettre... utiliser des systèmes immunitaires pour niquer les cellules cancéreuses, quoi. Ouais. Globalement, c'est ça. Enfin, ce qui est la base du système immunitaire. D'habitude, le système immunitaire doit le faire. Qui est censé le faire, d'accord. Et du coup, là, les maladies auto-immunes, c'est un truc, du coup, genre bankable, vu que c'est une entreprise privée qui le fait. Est-ce que... Genre, il y a une demande où il y a des stats particulières peut-être dans la population où on voit que c'est quelque chose de plus, plus important. Les maladies auto-immunes, c'est quand même assez important là, dans notre société actuelle. Et puis, je pense que ça l'était sans doute aussi avant, mais peut-être un peu moins bien connu, un peu moins bien repéré. Le diagnostic est meilleur, plus que... Parce qu'il y a souvent ce truc-là de dire... il y a de plus en plus de cancers, ou il y a de plus en plus de maladies auto-immunes, et on ne sait jamais si... Est-ce que c'est juste parce qu'on les diagnostique mieux ou plus tôt, ou est-ce que vraiment il y a notre environnement fait de la merde? En vrai, il y a clairement les deux, je pense. Il y a clairement les deux, mais oui, il y a beaucoup de pathologies où on a l'impression qu'elles sont nouvelles, alors que c'était juste qu'elles n'étaient pas bien diagnostiquées, et où on ne savait pas vraiment ce que c'était, quoi. Clairement, c'est difficile, je pense, de voir le vrai impact de l'évolution de la science versus l'évolution de l'environnement qui commence à niquer ta santé. Oui, non, mais ça, c'est clair. C'est genre, il faudrait Terre 2 pour tester. Voilà, il faudrait faire des essais à l'aveugle avec un contrôle positif. Mais en vrai, il y a sûrement les deux, Clairement, il y a les deux. Et puis, encore une fois, ça dépend aussi vachement des pathologies, quoi. Des pathologies là-dessus. Mais oui, les maladies auto-immunes, il y en a quand même beaucoup. Je pense que malgré les meilleurs diagnostics, il y a quand même un vrai impact de l'environnement dans lequel on vit, malgré tout. Le cancer aussi. Est-ce que d'ailleurs, il y a l'origine des maladies auto-immunes, vous penchez... Non, pas forcément, vous penchez là-dessus, ou si justement, peut-être que ça aide pour... Alors, on se penche pas vraiment sur... Alors, ça dépend de ce que tu appelles l'origine. L'origine, dans le sens où, tu vois, par exemple,
Ok, genre... et est-ce que t'es né avec, Ok. genre, cette allergie? Donc voilà, Mm. avec ce problème où ben, c'était les anticorps que Mm. tu vas produire, ils vont se retourner contre toi Ah, ouais. quand tu fais ça, ceci ou cela. Ou, oui, est-ce que c'est acquis? Du coup, comment ça peut être acquis? Et parce que je me dis, est-ce que, oui, savoir ça, est-ce que ça peut aider sur quelle molécule on va tester? Tu vois ce que je veux dire? Ou quelle... Ça peut aider, mais le souci, c'est que c'est très difficile de le savoir en général. Ok. Donc, tu vois, la réponse, elle est ni noire ni blanche, Ouais. c'est un peu un intermédiaire. Dire que souvent dans les maladies immunes, dans la plupart du temps, tu nais avec sans qu'elle soit vraiment déclarée. Déclaré, ouais, ok. Après, qu'est-ce qui fait qu'elle est déclarée? Ouais. Bah là, tu as un autre facteur qui intervient. Ok. Donc autant tu peux avoir un peu ça en toi, dans ta génétique, sans que Ouais. ça soit réveillé et faire toute ta vie comme ça, Sans avoir eu de problème sans du avoir eu tout. de problème, Ouais. et il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce que... C'est marrant ça, parce que tu dis que c'est une maladie, mais est-ce qu'on considérerait ça, pas ça comme une prédisposition? Ou est-ce que c'est une... Non, en fait, t'as la maladie, c'est juste qu'on l'a pas activée, tu vois. Ben, ça peut être les deux, mais en général, c'est plutôt des prédispositions Ok. avec un paramètre environnemental qui va Activé. activer ce système-là. Ouais. Après, tu peux naître aussi avec une maladie auto-immune Oui. dès le début. Oui, Donc oui. tu vois, tu peux Oui, avoir oui. un peu les deux, en vrai, ça dépend. C'est pour ça que c'est dur de se baser que là-dessus, parce que c'est très dépendant des gens et de... Voilà, t'as une variabilité qui fait que tu peux pas te baser que là-dessus. Ouais. Après, t'as des maladies qui sont vraiment génétiques et qui ont été établies comme étant génétiques de base. Ouais. Voilà. Mais est-ce que, tu vois, parce qu'en environnemental, du coup, c'est par exemple, tu vois, on va être dans la façon de consommer, de manger, tu vois, des trucs comme ça, l'alimentation. Mais il y a aussi quasi le truc. Bah oui, mais la façon de manger, c'est aussi par exemple culturel ou des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai ce souvenir, mais il faudrait que je regarde l'article scientifique du truc qui disait que. Je crois que c'était une étude israélienne qui avait montré que. Eux, ils avaient beaucoup moins d'enfants allergiques à la cacahuète, mais parce qu'en fait, ils leur donnaient à manger des cacahuètes, en fait, Ouais. depuis leur enfance. Alors que tu vois, il s'est passé un truc un peu aux États-Unis où il y a eu une vague de il y a des enfants allergiques à la cacahuète, donc on donne des cacahuètes à personne, Ouais. vu qu'on sait pas. Et que du coup, ça a augmenté le nombre De gens allergiques ouais. à la cacahuète. Ouais. Du coup, donc c'est possible ça, c'est Ah oui, pas... oui, bah ouais. Ok, d'accord. Bah, surtout pour l'allergie. Et d'ailleurs, le principe de la désensibilisation à l'allergie, c'est de te filer un petit peu ouais. d'allergène un petit peu tous les jours pour Ouais. que, sans pas assez Hormésis, suffisamment pour Ouais. que ça te fasse un espèce de choc allergique, Ouais. mais pour que ton corps s'habitue et que ton système immunitaire se régule tout seul. Ouais. Donc oui, c'est pas du tout étonnant ce truc de la Ouais, cacahuète ok. où tu vas donner un petit peu de cacahuète tous les jours et Mais oui. Mais du coup, tu vois, c'est marrant, ça peut c'est marcher. vraiment le truc ultra méta, parce qu'en fait, c'est par la peur de l'allergie, tu crées plus d'allergie. tu crées plus de... ouais. Alors, en fait, c'est juste, Oui. non, donner juste à manger normalement, et au final... Ouais, c'est comme les enfants qui finalement des fois sont dans des environnements, grandissent dans des environnements qui sont assez sales ou qui vont Ouais. lécher le sol et la barre du métro. Ben, des fois, il va y avoir un système immunitaire qui va être plus puissant parce qu'ils vont mieux éduquer. Donc ça, c'est vrai, à ça, la pour le chose. coup, le truc, le fait de s'être exposé à plus Ouais. de choses, c'est Ah quand même... oui, oui. Ouais, ok. Et c'est pour ça, là, je pense que aussi une des grosses questions post-Covid, Ouais. c'est un Ah peu oui. ça aussi. C'est que Ouais. là, les enfants, ils ont grandi Ah dans, oui, dans sans un avoir eu environnement un presque boost. aseptique. Ouais. Donc c'est possible que genre ils meurent plus rapidement de grippe, quoi. Bah ouais, c'est c'est clairement possible qu'en tout cas, il y ait plus de souffrance Oui. sur certaines maladies Ok. après. Ouais, putain, c'est fou, ouais, c'est vrai qu'on Ouais. pense pas à ça. Mais, et d'ailleurs, je pense que tout le monde un peu l'a remarqué ces 2 dernières années. Tu sais, il y a eu moins de grippe, de gastro, Ouais. tu sais, que des trucs comme ça. Nous-mêmes, de rhume d'ailleurs, en vrai. Moi, tu sais, j'avais tout le temps genre une bonne Moi angine aussi. slash rhume, tu Ouais. sais, tous les ans. Et là, je me dis, en fait, les gars, c'était pas mal. Portez des masques. Moi, ça va. Ouais. Je vais pas le porter. Et vous autres, Est-ce qu'on peut portez. porter le masque tout le temps? Est-ce que tous les gens malades Oui, c'est ça. Ouais. Mais D'ailleurs, je sais pas, tu vois, est-ce que tu penses que c'est un réflexe qui va être pris par les gens malades de se dire, tu sais, je vais mettre un masque?
Je sais pas si c'est un réflexe qui va être pris. Après, voilà, moi, comme étant une personne effectivement vachement aussi qui chope toujours, genre le sale rhume Ouais. qui va durer 3 semaines et qui va être récurrent pendant 3 mois, moi je serais plutôt pour cette espèce de truc où tu dis ah franchement allez, j'ai la gastro, je dois aller faire mes courses, je vais mettre un masque. Mais tu vois, je pense que à cause de la fatigue du Covid là, c'est le contraire. Je pense que les gens en vrai, on n'a pas éveillé, tu vois, si au moins on avait éveillé le truc de responsabilité de des gens sur le fait que j'ai une maladie et je vais pas contaminer les autres. Tu vois, c'est comme c'était un truc un peu couverture de tout le monde doit le porter, vous posez pas de questions, etc. Il y a moins eu le truc de genre je fais ma part pour la matrice. En vrai, comment dire ça, les civilisations, les sociétés qui portent le masque malade, quand ils sont malades, c'est les Asiatiques. Pourquoi ? Parce que justement, eux, ils ont eu beaucoup d'épidémies, de pandémies, etc. Et donc, culturellement, pour eux, c'est naturel de mettre le masque. Nous, on n'en est pas là. Là, c'est presque... de notre temps à nous, de notre génération, c'est la première grosse pandémie qu'on vit. Donc, quand tu voyais quelqu'un avec un masque, c'était bizarre. C'était un peu genre... C'était un peu genre, ça va. Ça va, quoi. C'est bon. Genre, éternue pas sur les gens. Ou plutôt, on va pas t'éternuer dessus. Parce qu'il y a surtout ce côté plus de protection de toi-même, en fait, quand tu vois un masque. Ça, c'est aussi peut-être un peu plus le côté... individualiste occidental. Je sais pas d'ailleurs en vrai si c'est comme ça de l'autre côté. C'est genre je mets un masque pour pas que moi je tombe malade, mais si je suis malade, non, je vais venir au bureau sans masque. Y a pas de... Alors qu'en vrai, le masque est clairement fait pour l'inverse. Ouais, c'est ça. Le masque, il est plutôt fait pour que toi, tu contamines pas les gens. Donc, et ça, je pense que c'est une vision effectivement qui est différente dans les pays asiatiques où ils ont été... élevés à porter un masque quand ils étaient malades, quoi. Je pense qu'effectivement leur vision est complètement différente de la nôtre. Oui, t'as une responsabilité vis-à-vis du groupe, en fait. Et puis même peu importe j'allais dire à quel point ça peut être malsain, le truc de tu sais, de patriotisme à outrance ou de fait de te dire en vrai moi je porte un masque parce que j'ai pas envie de rendre malade d'autres personnes de l'entreprise parce que l'entreprise c'est très important, etc. Mais en fait en vrai c'est cool quand même en vrai. Il faut un petit juste milieu, tu vois, genre... en mode bon, ça dépend ce que t'as. Si t'as un rhume, bon tu te dis c'est pas grave. Quoique quand même la gastro c'est pas grave non plus, mais moi je suis quand même pour le masque. Port du masque en vrai t'es malade, ça va durer 2 jours, mets-le quoi. Mais ça dépend vraiment. Après, peut-être que là, ça aura un petit peu changé, tu vois, parce qu'on a quand même passé plusieurs années avec le masque. Peut-être qu'on sera un peu moins regardant ou affolé quand on va voir un masque, ou peut-être pire. Parce que du coup, on se dira, t'as vu, ça fait 3 ans, on porte plus de masque. Sûr, il a le Covid, lui, sans masque. Tu nous refais vivre le trauma de 2020 alors qu'il n'y en a pas besoin. Non, mais si cela dit, moi... Parce que voilà, là maintenant, tu vois, tu peux voir... Par exemple, là, dans les salles de spectacle, depuis 1 semaine ou 2, on peut ne pas porter de masque. Mais il y a quelques personnes qui peuvent garder le masque, bien sûr. Et en fait, il y a un côté de... pas de souci, en fait. Genre, si tu considères que tu devrais poser un masque, ce sera... Alors que, bien entendu, avant le Covid, tu dirais, cette personne est bizarre. Et moi, je me souviens, quand je croisais des gens dans le métro avec un masque, effectivement, c'était flippant. C'était flippant. Tu te demandais qu'est-ce qui se passait, pourquoi est-ce que cette personne a un masque, quoi. Mais non, je pense qu'en vrai, je pense que ça sera toujours flippant parce qu'on aura effectivement toujours ce truc de revivre le rappel, Covid. En se disant, genre, c'est le Vietnam, c'est... ça revient, putain. Est-ce qu'il y a un intérêt plus grand là sur l'immunologie de manière générale, tu sais, des gens autour de toi, voilà. Forcément. Mais à quel point, comment il se fait voir. Est-ce que tu penses vraiment que, par exemple,
Tu sais, bon, il y a cette fameuse blague de tout le monde est devenu virologue parce que blablabla. Mais est-ce que tu penses qu'au moins le savoir ou les connaissances, genre un peu basiques, se sont améliorées quand même ou alors à cause des conspirationnistes et tout ça, ça c'est encore plus devenu difficile. Je dirais que c'est compliqué. Je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment... Moi, j'ai des amis qui se sont vraiment bien renseignés et qui ont réussi à bien comprendre les choses, ce qui se passait. Ouais. D'autres gens un petit peu moins. Je pense que ouais, il y a peut-être quand même une petite évolution. Disons que maintenant, effectivement, il y a des questions auxquelles les gens ont été confrontés où ils se sont jamais posé la question avant. Donc forcément, tu as forcément une petite évolution. Au moins, il y a... Ouais. Mais après, le monde scientifique est quand même compliqué. Hein. En vrai, c'est pas... Sur le Covid, là, il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de désinformations. Beaucoup de fausses informations. Ouais, fausses carrément, oui, il y en a eu des tonnes, surtout au début, il y en a eu des tonnes. Après, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est j'ai été vraiment surprise par le fait que les gens soient, eux, surpris du désaccord des scientifiques. Ouais. Et ça, je sais que ça a fait quand même pas mal de remous et j'ai vraiment des gens qui disaient mais je comprends pas, les scientifiques sont même pas d'accord eux-mêmes, on va pas s'en sortir. Mais en fait, un scientifique n'est jamais d'accord avec un autre scientifique. Enfin, c'est la base de la science de pas être d'accord. Justement, heureusement, pour au moins qu'on prouve mieux ou plus les choses. Parce que ça crée du débat et que les choses sont pas sont jamais hyper bien établies en science. T'as toujours tellement de choses qu'on connaît pas. Que ouais, tu peux tout remettre en question d'un jour à l'autre et c'est normal. Et tu vois, pour moi, ça donne un peu ce que les gens attendent en fait de la science. Oui. Et c'est Dieu en fait, c'est un père, tu vois, qui va te dire ça va bien se passer. Il y a que comme ça qu'il faut. Voilà, on connaît tout, c'est vers là qu'on va aller, etc. Et le fondement même de la science, c'est le doute. Et au lieu de justement célébrer le doute et la science par le doute, on a oublié en fait. Les gens, j'allais dire une personne normale qui n'est pas forcément justement dans la science, se dit non, maintenant, la science, hop, c'est la nouvelle religion, donc vous allez nous dire exactement ce qui va se passer. Et tu vois, c'est ça qui est un peu dommage d'ailleurs, même dans la communication politique qui était, je pense, perso désastreuse en fait. Mais ça aurait été cool de réinstiller la base de la science. De dire, voilà, en fait, on va suivre les choses qui sont données par nos conseillers scientifiques. Il y a des choses qui vont peut-être se contredire d'une semaine à l'autre, mais voilà, on fera au mieux. Si tu le dis à l'avance et que tu le fais... en fait, t'as un free pass pour tout parce que les gens ils vont dire écoute, il faut faire ça en fait. Et puis expliquer aussi les différentes réflexions scientifiques qui sont en marche. Après là, ce qui était compliqué, c'est que il y a eu un espèce de mélange de science, de politique, et ça en fait c'est hyper dur à gérer parce que moi je suis pour effectivement être dans une bonne franchise avec les gens, mais le problème c'est qu'il faut voir la réaction des gens derrière. C'est-à-dire ça peut être très anxiogène en fait de montrer que il y a des choses qu'on ne sait pas, que ça peut potentiellement hyper mal évoluer. Oui. Mais bien sûr, mais tu vois ça typiquement, c'est ça aussi, désolé, mais genre moi je prends tout de suite des immunos et je prends des psychologues en fait. Genre, tu vois, et des gens, et me dire, voilà ce qu'on sait sur ça, comment dire ça sans niquer la santé mentale des gens. Et non, parce que je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que tu dis, écoutez, là, pour l'instant, c'est vrai que les premières semaines, tu vois, on était là, tu sais, à mettre des lingettes Javel sur tout et tout. Donc, il y avait le potentiel de dire, on ne sait pas ce qui est en train d'arriver. Donc ça c'est très anxiogène, mais en fait après tu vois, une fois que tu commences un peu à comprendre, il y a moyen quand même par la franchise de préparer aussi les choses. Non, c'est clair. Non, mais la communication est hyper importante, c'est clair. Est-ce que c'est pas un peu
le talon d'Achille de la science, en fait. Ouais, bah, la communication grand public, Ouais. elle se fait pas beaucoup, en Ouais. vrai. Hein. Elle se fait pas beaucoup, je trouve. Tu vois, où sont les Jamis? Où sont les... J'adorais cette émission. Mais, tu vois, mais au-delà, en fait, même de Jamy et de Marcel et tout ça, c'est... parce qu'à la limite, ok, genre, je peux être là, t'expliquer un concept scientifique. Donc voilà, je suis là, bam, j'ai des trucs jolis et je te montre un truc. Trop bien, c'est un concept scientifique en plus. Mais c'est pas la vraie base de la science qui est, en fait, la démonstration. Comment on est arrivé à créer ce concept scientifique en disant, non, j'y crois pas à cette première narration, et comment, c'est quoi le test à mettre en place pour faire le truc, tu vois, c'est con, mais on a confondu la connaissance et la science. Ouais. Et la recherche. Et la recherche pour le truc. Et du coup, non, c'est pas parce que tu sais que la Terre est ronde que tu peux le prouver. Et justement, bim, ça vient te mordre au cul parce que tu sais plus prouver que la Terre est ronde facilement, en tout cas, à quelqu'un. Bah ouais, non, mais c'est exactement ça. Et ben après, là, le conflit qu'il y a eu là-dessus, c'est que, en fait, les chercheurs ont découvert en même temps que les gens ce qui se passait. Donc, chaque chercheur a un peu découvert de son côté. Il y a des choses qui ont été mises en commun. Il y a des désaccords aussi, effectivement, qui ont eu lieu. Et ça n'a peut-être pas été assez bien expliqué. Ouais. Après, le souci, c'est qu'on est dans des trucs qui sont quand même très spécialisés. Donc, dire que pour le passer au grand public, il faut vachement filtrer, vulgariser en fait pour que ça soit accessible à tout le monde. Sinon, ça n'a pas d'intérêt de faire des conférences scientifiques avec des gens qui comprennent même pas les mots utilisés. Et ça, parle ça pour la science, mais c'est comme d'autres domaines, hein, tu vois. Moi, il y a d'autres domaines et les gens me parlent, je suis là, on comprend pas ce que tu dis. Rendre le truc accessible, mais justement, tu vois, savoir rendre le truc accessible. Voilà. Et même. Tu vois, pour moi, en vrai, rendre le truc accessible, c'est vraiment la base. Parce qu'après, il faudrait le rendre même sexy, tu vois. Pour que les gens... Parce que moi, je vois la réalité alternative, en fait, où, voilà, il y a eu la pandémie, Covid, machin, et en fait, à la télé, au lieu de mettre de la merde avec peut-être des faux chiffres, des faux chiffres qui représentent rien, ou des faux experts qui, en vrai, ont arrêté de faire de la science depuis 15 ans, ou des trucs comme ça... de ce que tu disais, tu vois, les chercheurs qui découvrent des trucs un peu en direct, tu sais, de dire en fait, voilà, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un zoom avec chaque chef de labo le soir, et en fait, c'est quoi ? Utilisons la psychologie de l'être humain et l'ego et tout ça, faisons-en des stars en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Que tu sois là, que tu dises genre putain, moi je suis trop team Taïwan parce que je crois qu'ils sont sur une bonne piste, tu vois. Et je préférerais ça plutôt que il y aurait la motivation en fait en vrai, tu vois, de découvrir le truc. Je vois bien de ce côté grand public, mais en fait en tant que tel, c'est pas faisable parce que en vrai les mecs sont en concurrence quand même. Oui, mais justement, ils vont être en concurrence. Ouais, mais si ta concurrence, elle te dévoile ce qu'il est en train de faire. Alors, mais... Parce qu'il y a ça aussi. C'est... Bon, et les gens font de la recherche parce qu'ils aiment ça et que c'est un vrai challenge et tout. Mais si aussi, tu fais aussi attention à ce que tu dis. Si toi, tu donnes une idée que tu divulgues à quelqu'un, quelqu'un va te la prendre. Et ça sera plus ton idée, ça sera plus toi qui aura développé le concept. Typiquement, pour une pandémie... Tu peux mettre ça de côté. Genre, tu peux mettre ça de côté, on est d'accord. Et puis surtout, il y en a qui l'ont fait, il y en a plein qui l'ont fait. Mais c'est le côté... écoutez, c'est juste le côté en vrai d'émulation, tu vois. C'est pour se dire, allez, dès qu'on a quelque chose, on le met au milieu et on réutilise le truc. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que d'un point de vue normal... pourquoi est-ce que je partagerais des choses, etc. De base, tu le fais pas parce que c'est un milieu concurrentiel. Après, effectivement, je suis d'accord que dans un contexte de pandémie, tu fais un effort pour que ça se passe pas comme ça. Et je pense qu'il y en a qui l'ont fait en vrai, mais effectivement pas forcément divulgué, qui l'ont fait entre eux, mais qui n'ont pas eu cette communication. Après... les chercheurs sont pas forcément connus pour avoir ce côté communication sexy, tu vois. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, les seuls qui communiquent, que tu vois à la télé, en général, c'est
bah, pas forcément les meilleurs, Ouais. ou des gens qui veulent exclusivement passer à la télé. Ouais. Oui, donc, Donc, déjà, c'est une branche psychologique spéciale. t'es déjà dans une Ouais, catégorie, ouais, tu mais vois, oui. qui reflète pas en fait ce que c'est qu'un Bien chercheur sûr. dans le quotidien, quoi. Bien sûr. Mais tu vois, le juste parler ou enseigner la psychologie humaine, quels que soient les domaines, hein, même Ah pas que ouais. de la science. Juste, en fait, tu vas finir, j'en sais rien, t'es plombier, mais on te parle de, quand Mm. même, dans ton collège et ton lycée, on te dit Mm. des choses de la psychologie humaine, Mm. ben, comment parler à quelqu'un, Mais ça serait etc. génial. Ce serait... Ce serait génial. Alors qu'en vrai, on est d'accord, tu vas plus Ah. parler à quelqu'un que euh, me parler de Marignan 1515. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même il y a un level où tu dis genre, tu vois, tes émotions, ou plutôt, en vrai, même si c'est un mot sale, t'as la manipulation de quelqu'un dans le sens où convaincre quelqu'un, etc. C'est des choses que tu vas faire 100% de ton temps Ouais, c'est vrai. versus l'histoire géo de pile Ouais. cette période-là pour François Ier ou des trucs comme ça. Mais parce que tu vois, même en médecine, dans mes études, à aucun moment on nous a dit voici comment parler à votre patient. Ouais. Ce qui est fou, quoi. Ouais. Et Bah, moi, c'est je sais que j'ai dramatique des. même, hein. Ouais, oui, c'est Ouais. dramatique après oui, pour la santé publique, Mm. parce que tu sais, il y a plein de gens, ils ont juste peur ou ils ont eu de mauvaises expériences avec Ouais. quelqu'un à qui. Bah, après, tu vois, je pense que j'ai des facilités qui viennent de mes traumas psychologiques à moi. Genre, tu vois, de people pleaser, de choses comme ça, où en gros, je peux. Naturellement, on me l'a jamais enseigné, mais je sais lire. T'arrives à le faire voilà, une naturellement. personne. Voilà. Je sais lire des choses et je sais dire des choses de manière calme pour amener les gens dans mon sens, etc. etc. D'ailleurs, bah, en vrai, c'est ce qui m'a aidé aussi dans le stand-up, tu vois. Ouais, bah ouais. Tout en me disant, bon, en fait, tu sais, je peux être vraiment totalement déconnecté du truc. C'est-à-dire qu'un sociopathe peut te dire, il faut être sympa avec son patient parce que l'outcome va être meilleur, en fait. C'est-à-dire qu'un patient content, Ouais. genre, il va guérir plus vite, juste Mm. scientifiquement, genre, tu mets un robot, c'est comme ça. Mais, ben ouais, on s'est tellement détaché de la psychologie humaine que tu sais plus... Ah ouais, c'est pas du tout. Et effectivement, c'est vachement visible dans la médecine. Ouais. Ça, ouais, je suis d'accord. Et même juste bien expliquer aussi aux gens, enfin, Ce qui va se passer. ce qui va se passer. Et c'est effectivement, moi, j'ai quand même pas mal de médecins dans ma famille. Et en fait, des fois, j'ai un peu ce truc quand j'entends les gens critiquer la médecine, Ouais. ça me fait un peu mal au cœur. Ouais. Mais en même temps, je le comprends aussi parce qu'effectivement, ils vivent des expériences qui sont pas faciles. Hein. Ouais. Quand tu as un médecin qui, sans prendre de pincettes, te dit bah, voilà, vous avez un cancer, Ouais. ah bah il vous reste 6 mois. Ouais. Ouais, c'est jamais bien reçu. Quoi. Ouais. Déjà, t'as un truc de vulnérabilité, même dès que tu vas faire un test sanguin, tu vois, un PCR, il y a le côté genre, bah, je m'en remets à vous. Oui. Et d'ailleurs, enfin, moi je pense que, entre parenthèses, le Covid, ça va nuire pas mal à l'exercice médical, je pense aussi. Parce que le fait que les gens aient moins confiance en, par exemple, le gouvernement qui a mal géré des données scientifiques ou des données médicales, du coup, tu sais, on fait pas la diff, tu sais, on dit, bah, c'est tout le corps médical qui fait de la merde un peu. Et tu sais, maintenant, avec les anti-vax et les trucs, et le fait d'avoir des médecins anti-vax, etc., maintenant, c'est même plus la médecine, c'est genre, tu choisis ton chaman, en fait. Ouais. Mais c'est genre même pour les bons médecins, c'est-à-dire que il y a le côté, je vais aller choisir, par exemple, je vais aller choisir ma fibre de médecin qui vont prendre en compte la psychologie des trucs. Et en fait, c'est déjà une religion, quoi. Ouais, C'est pareil, c'est la mini truc, t'es Coca ou Pepsi. Oui, c'est vrai qu'il y a deux teams comme ça. Il y a deux teams, quoi. Et moi, je me dis, ouais, ça va être difficile, je pense, pour de vendre la santé aux gens. Oui, bah non, mais ça c'est clair que ça... Alors, j'ai eu cette
cette impression vraiment très forte au début du Covid. Je l'ai un peu moins maintenant. Mais je pense aussi que les gens, comme on disait tout à l'heure, se projettent dans un truc où la médecine et la science, c'est un dogme qui est très bien établi et qu'on doit apporter toutes les réponses. Et on doit avoir toutes les réponses maintenant, tout de suite. Ouais. La médecine, elle est dirigée par des êtres humains. L'être humain est de base, en fait, Faillible. vulnérable sur pas mal de choses. Ouais. Donc non, c'est clair que la médecine ne connaît pas tout, ne sait pas tout. La science non plus, et il faut l'accepter. Et c'est vrai que j'ai souvent l'impression que dans des... et c'est compréhensible aussi, hein, c'est un mécanisme un peu humain, où tu te dis, bon, bah voilà, là je suis malade, on est censé être soigné, on a quand même des médecins, et de voir que finalement, des fois, ça marche pas, ou il y a des alternatives qui sont pas forcément les meilleures, en fait, ça mine un peu... Ça mine un peu le truc, et puis t'as une espèce de confiance, effectivement, peut-être que t'avais, qui était un peu trop haute à la base, qui du coup se démonte, et ça c'est pas facile. Mais bon, voilà, faut comprendre que effectivement la médecine et la science, c'est pas, personne n'est Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on est tous dans le même bateau. Ouais, c'est ça. C'est un milieu d'expertise. Voilà. Et tout comme tous les gens qui nous écoutent sont experts en leur domaine, ils le savent très bien qu'en vrai, personne n'est expert en leur domaine. Voilà. Personne n'est à 100% au top de l'expertise de son domaine. C'est possible. C'est pas possible. Donc, c'est comme tous les autres milieux. Et puis, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Voilà. Il y a des gens, c'est des connards. Tu vois, on revient sur de l'humain, de cette tabou. C'est marrant parce que parfois, tu sais, on peut justement, et spécialement toi, j'imagine, tu sais, ta journée ou ta semaine, genre, elle est sur des molécules, tu vois. Elle est sur des trucs, et au final, quand tu dézoomes, tu fais genre, mais en fait, tout est une décision humaine sur est-ce qu'on va sortir cette molécule. Carrément. Moi, j'ai ce truc aussi... mais ça peut générer aussi des frustrations, hein, quand toi, t'es à fond dans ton truc... et que finalement, les décisions finales qui sont prises correspondent pas à ce que toi t'aurais fait, ce que t'aurais envie de faire. Mais voilà, ça reste des choix humains derrière. Qu'est-ce que, genre, nos limites, pour finir, c'est la question, genre, en mode, nos limites d'argent, nos limites de trucs, qu'est-ce que t'aimerais, comment tu concevrais, genre, ton labo d'immuno à toi, quoi? Waouh, c'est dur comme question. Nos limites, tu peux avoir toutes les machines c'est hyper vaste. J'ai l'impression que tu es en train de me poser la question de thèse. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était connu, je sais plus le nom de cette personne, puis je vais peut-être pas la donner, mais c'est la question phare. Tu le savais que quand tu invitais cette personne dans ton comité de thèse, elle te posait une question à la fin, et la question c'était: si demain je te donne 1 million d'euros, qu'est-ce que tu fais sur ton projet? Ah oui, ok, d'accord. Non, mais moi, je te donne genre 16 milliards, en fait. Je te dis, tu peux faire ce que tu veux, tu peux refondre la science terrienne, quoi. C'est dur, hein, je pense que en termes de recherche, c'est compliqué, c'est tellement vaste. Mais je réalise que c'est une question piège. C'est tellement de questions pièges. Non, mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est alors s'il n'y a pas de limite, de vraiment monter un espèce d'énorme, effectivement, pôle de recherche, mais d'exploiter vraiment toute la recherche et de ce que je trouve dommage dans la recherche, et je pense que c'est un des points faibles, c'est effectivement des fois de ne pas axer sur certaines pathologies parce qu'elles ne sont pas assez... soit elles touchent pas assez de gens, soit etc. Soit elles vont pas être forcément, parce que tu as quand même une question de rentabilité, des fois en tout cas pour développer un médicament. Mais si, de pouvoir aussi faire de la recherche qui va aider la majorité des gens, mais aussi de la recherche là-dessus, sur ces espèces de maladies un peu... c'est un peu bateau ce que je dis, mais un peu des maladies orphelines qui sont un peu laissées de côté, etc. Ou des maladies qui sont moins...
Tu vois, par exemple, l'endométriose, Ouais. c'est quand même une maladie qui touche vachement de femmes. Et Ouais. plus on commence à connaître cette maladie, plus on dépiste des femmes aussi là-dessus. Mais qui culturellement, par le patriarcat, est moins bankable, quoi. Bah déjà, de base, et puis comme c'est pas une pathologie qui fait que tu vas mourir demain, bon, forcément, c'est peut-être un peu... Ouais. C'est vu comme étant un peu moins l'urgence, mais t'as quand même des femmes qui souffrent derrière, donc oui, c'est... Ouais, pouvoir tacler plus de trucs qui sont laissés... Ouais, d'être dans à un un schéma moment, plus large, quand Ok. même, plus large. Trop bien. Merci Voilà. beaucoup. Je te réinviterai de toute façon, parce que dans ma tête, j'étais là genre, ouais, on va trop parler de microbiome et tout, mais t'as vu? Non, Il pas du tout. faut d'abord Ouais. qu'on parle de la science dans le monde. Ouais, c'est bien aussi. Est-ce que tu veux faire de la promo pour quelque chose? Non, C'est trop bien particulièrement. parce que d'habitude, mes invités, quand c'est des humoristes Je et fais tout, pas de c'est genre, spectacle. ouais, Vous pourrez me retrouver au labo avec des trucs. lundi matin à Évry-Courcouronne sur le campus du Génopole. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'espère Merci à que toi. ça. N'hésitez pas à envoyer des messages si vous avez des questions supplémentaires sur l'immunologie. Et n'oubliez pas de vous abonner sur le podcast, 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Ça aide pour l'algorithme Apple Podcast. Et bisous à tous, à la semaine prochaine. Tout aussi.